Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la radio-télévision Walfadjri. Soyez les bienvenus à Opinion. Lors du numéro précédent, nous étions avec Madior Diouf pour justement parler de la crise qui secoue le Rassemblement national démocratique, le RND. Aujourd'hui, nous sommes avec celui qui vient d'être donc élu secrétaire général par le congrès dit d'achèvement, Diallo Diop. Bonjour. Bonjour, Omar. Licencié en philosophie, docteur en médecine, docteur S sciences, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de bactériologie virologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ça le côté professionnel. Au plan politique, vous êtes membre fondateur du RND, le dernier parti politique fondé par Cheikh Anta Diop. Alors, votre histoire avec l'éminent professeur, c'est quoi? En fait, c'est une histoire de famille. Parce que, d'abord, je remercie pour l'invitation. Le professeur Cheikh Anta Diop était un ami de mon père. Et depuis gosse, j'ai l'habitude de le côtoyer à la maison lorsqu'il rend visite à mon papa. Mais ma rencontre politique avec le fondateur du RND est consécutive à ma sortie de prison. Oui. Parce que avant d'être... En quelle année? En 74. Et vous étiez pourquoi? On était en prison pour terrorisme. Okay. On avait incendié en 1971 le Centre culturel français de Dakar à l'occasion de la visite du président Pompidou. Et donc, on avait été condamné à perpétuité, mais le cours de l'histoire a voulu que nous avons été libérés en mars 1974, en même temps que tous les prisonniers politiques. Avec qui? Vous pouvez en citer? Il y avait même mon propre frère, il y avait mes camarades co-détenus, notamment Ibrahima Païdi Jacqui, qui est toujours vivant et qui était condamné à perpétuité comme moi, Feu Nouhoum Kamara, qui était condamné à 20 ans, mais aussi d'illustres hommes d'État de ce pays, dont le président Mamadou Dia, Feu Ibrahim Assar, Feu Maître Valdiodio Ndiaye, etc. Bien. Et donc, j'ai découvert l'homme politique Cheikh Anta Diop lors de la fondation du RND en 1976. Parce que ma prime formation politique était en fait de marxiste-léniniste. J'étais, comme j'ai l'habitude de dire, un jeune garde-rouge maoïste. Oui. Mais les leçons tirées de mon expérience négative, et en particulier le prix payé pour ce que Senghor avait considéré pire qu'un crime de lèse-majesté, comme un véritable blasphème, le fait d'incendier le Centre culturel français, j'en avais tiré les leçons. Et j'ai embrassé l'idéologie et la doctrine panafricaniste telle que développée par le professeur Cheikh Anta Diop. Bien. Sur la liste de vos publications, on voit réflexion sur la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Justement, quel est le sens de cette pensée politique-là? Alors, c'est une pensée qui conceptualise le mouvement d'émancipation et d'unification de l'Afrique. Des peuples africains, aussi bien que de la diaspora africaine, c'est-à-dire des peuples d'ascendance africaine. Et la contribution originale de Cheikh Anta Diop à cette doctrine plus que centenaire, c'est en fait le fédéralisme panafricain qu'il a théorisé dans son ouvrage de référence, Fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral africain. C'est ça. Et il y a une question qui m'intéresse particulièrement et certainement avec moi d'autres. Pourquoi cette pensée politique-là n'arrive pas donc à éclore, à la dimension peut-être de celui qui l'a théorisé, Cheikh Anta Diop? En vérité, on a coutume de dire que Cheikh Anta Diop était un pharaon du savoir scientifique et une sorte d'albatros de la politique. Oui. Rien n'est plus éloigné de la réalité de notre point de vue. Dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pour nous fondamentalement que deux lignes, deux doctrines, deux options fondamentales. Celle du professeur Cheikh Anta Diop que je viens de définir et son antithèse, celle de Senghor. Bien. Ce sont ces deux pensées qui se sont opposées dès avant l'indépendance et au début de la construction de l'État du Sénégal. Une conception erronée de la politique laisse croire que la réussite ou l'échec en politique se juge aux fonctions occupées. Oui. Cette espèce de réalisme politicien voudrait donc
qu'ayant été président de la République pendant 20 ans, Senghor ait réussi, alors que n'ayant jamais occupé aucune fonction politique officielle, Oui. y compris celle de député. Lorsqu'il a été élu, il avait refusé de siéger, en 1983, tout le monde s'en souvient. Cheikh Anta aurait donc échoué. Mais en fait, le succès ou l'échec en politique ne saurait être apprécié de ce point de vue-là. Oui. Si vous voyez que plus de 22 ans après sa mort, la pensée politique de Cheikh Anta et le dernier parti politique qu'il a fondé sont l'objet d'autant d'enjeux Oui. et font autant l'actualité, c'est bien parce qu'ils ont une vitalité qui dépasse celle de la personne. Oui. À l'inverse, le président Senghor, qui a eu tous les honneurs, regardez sa fin de parcours, une fois qu'il n'avait plus le pouvoir d'État. Oui. Ce théoricien de l'Eurafrique, et l'on pourrait dire, sans jeu de mots, de la France-Afrique, n'a même pas été honoré de la présence d'un chef d'État français au moment de ses obsèques. Bien. À la différence de Feu Houphouët-Boigny, qui a eu toute la France-Afrique présente lors de ses funérailles, parce qu'il est décédé en étant en fonction. Donc, je pense que la pertinence, l'actualité et l'utilité politique de l'œuvre de Cheikh Anta Diop pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour l'humanité sont incontestables et que cela apparaîtra de plus en plus à l'avenir. Oui, mais quelle est la responsabilité elle est d'ailleurs entière, on peut le dire, de ces héritiers que vous êtes. Si l'on sait qu'il y a beaucoup de partis qui sont nés des flancs du RND, aujourd'hui, ce qu'il en reste est en crise. Donc, votre responsabilité en tant qu'héritier est entière. Et incontestablement. Oui. Si nous nous réclamons héritiers de son œuvre, nous sommes chargés de la perpétuer et de la développer. Oui. Ce qui signifie que nous devons l'adapter aux conditions changeantes du monde. Et cela est un travail aussi bien théorique que pratique. Et dans le contexte actuel de renaissance de notre parti, nous avons l'intention, dans la mesure de nos moyens, de faire en sorte, merci, que l'efficacité politique vienne s'adjoindre, s'ajouter à la justesse et à la vérité théorique. Bien. L'appel que nous avons lancé à l'issue de notre première réunion du secrétariat exécutif tenue le 15 août à Kaolack est un appel à la reconstruction du RND historique, à la reconstitution de toute la famille des héritiers politiques de Cheikh Anta Diop. Cela inclut aussi bien les membres actuels que les anciens membres, qu'ils soient organisés ou non, que ses sympathisants, ses amis politiques, bref, tous ceux qui se réclament de la pensée politique de Cheikh Anta Diop sont invités à venir contribuer à cette œuvre de reconstruction. Et je pense que les effets de cette nouvelle donne ne tarderont pas à se faire sentir sur la scène politique nationale et continentale. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal de parler de reconstitution de la famille de Cheikh Anta Diop et en même temps d'exclure celui qui était jusqu'ici le secrétaire général? C'est une très bonne question. En vérité, nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là où nous en sommes arrivés avec le secrétaire général sortant. D'après nos statuts, on devait tenir un congrès à l'issue du deuxième congrès, où il a été élu, après avoir défait par un vote à bulletin secret l'ancien secrétaire général Elima Jojo Fall. Oui. Nous devions tenir congrès tous les 2 ans. Nous sommes restés 16 ans sans congrès, ce qui équivaut à 8 mandats sans renouvellement. Lorsque nous avons commencé à réclamer avec insistance un congrès, notre secrétaire général sortant a fait de l'obstruction sur près de 5 ans. Lorsque de guerre lasse, nous sommes arrivés au congrès, il a saboté littéralement la tenue de ce congrès. On n'a jamais vu dans l'histoire politique de ce pays, je ne sais pas pour les autres pays, un congrès qui s'étale sur 2 mois, qui n'est jamais achevé. Il a fallu 3 tentatives avant d'arriver à l'achèvement. Un congrès suspendu unilatéralement par le secrétaire général sortant. Un congrès
qui est censé se solder par un consensus de reconduction des instances dirigeantes, mais un consensus contesté, séance tenante, par des parties prenantes. Et d'ailleurs, je suis obligé d'attirer l'attention sur les contradictions même de notre camarade Madior Diouf, qui dit être reconduit par consensus, mais qui après explique qu'il a bénéficié d'une majorité de 125 voix contre 20, et qui finalement nous accuse d'être des mauvais perdants. Lorsqu'il y a consensus, il n'y a ni perdant ni gagnant. D'accord. Ce consensus-là, c'est prévu par les textes de votre parti? C'est une tradition politique africaine que de s'efforcer de résoudre tous les problèmes et les conflits d'abord par consensus. Je vous donne un exemple. Lors de notre second congrès de 1992, lorsqu'on en est arrivé au renouvellement des instances, après 2 jours de congrès, il était 2 heures du matin, la présidente, la même Aminatou Sarr qui a présidé notre congrès d'achèvement de Thiès et qui présidait le congrès au moment du vote, a demandé au secrétariat politique sortant de se retirer et avait 30 minutes pour venir nous présenter un secrétariat consensuel. Lorsqu'il n'y a pas eu de consensus entre les membres du secrétariat, ils sont revenus et on a organisé le vote à bulletin secret. Et Madior a écrasé Yeli. Nous voulions faire exactement la même chose. Nous voulions parvenir par consensus à un renouvellement de nos instances dirigeantes. Et ce que nous attendions du secrétaire général sortant, c'était en fait qu'il rende un dernier service à notre parti, mais aussi au pays. Un dernier service, c'est quoi? En quoi? donnant un exemple de transition démocratique harmonieuse à la tête d'un parti d'opposition. Nous lui avons offert la présidence d'honneur. Nous avons même été jusqu'à lui proposer une présidence exécutive. Il a tout récusé, refusant de céder le présidium. Et il a levé la séance du comité directeur d'achèvement du 13 juillet, sans même, dans la confusion la plus totale, et sans même prendre la peine de s'assurer qu'il y avait un accord général. D'accord. Alors, qu'est-ce qui voulait ce changement? C'était vous, en tant que dirigeant de parti, ou alors la base? Parce que lui, il dit que c'est lui qui détient la majorité. Oui, mais ça, il peut le dire, mais les faits nous départageront. Je dois à la vérité de dire que je n'ai jamais été, jusqu'à ce jour, formellement candidat. Je n'ai jamais posé ma candidature au poste de secrétaire général. C'est une majorité, l'immense majorité des camarades de notre parti, qui estimaient qu'il était temps que Madior passe la main. Et il n'a pas voulu l'entendre, et il a fallu recourir, en quelque sorte, à des méthodes chirurgicales, mais vraiment à notre corps défendant. Comme je l'ai dit, occasion de le dire, moi-même, j'étais contre son exclusion définitive et j'étais plutôt partisan d'une suspension pour faute grave. Mais la base n'a rien voulu entendre. Si vous aviez diffusé les images de notre congrès d'achèvement, la masse des militants et des cadres du parti a même eu recours au même type de slogan qu'à l'époque de la campagne présidentielle de 2000. C'est-à-dire Nadem, 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 Nadem. Alors, vous êtes porté à la tête du RND, je l'ai dit tantôt, par un congrès dit d'achèvement, et c'est le comité d'initiative qui a été monté, qui a donc avalisé le vote. Quelle est en fait la crédibilité de cette instance-là? En vérité, ce n'est pas le comité d'initiative qui a avalisé le vote. C'est le comité d'initiative qui a convoqué le congrès d'achèvement. Et quelle est sa crédibilité? Sa crédibilité ne peut être jugée que sur pièce et sur place. Lorsque nous avons estimé que le parti se retrouvait dans une impasse. Une impasse à la fois juridique et politique, du fait des agissements irréguliers de notre secrétaire général sortant. Lorsque nous avons pris la décision de sortir de l'impasse, il fallait bien qu'une instance convoquât. Lorsque le parti n'avait plus aucune instance statutaire régulièrement constituée. Il n'y avait plus de secrétariat, il n'y avait plus de comité directeur, il n'y avait plus de secrétaire général. C'est pour ça que nous avons eu recours, à l'initiative de nos camarades de Thiès, à ce comité d'initiative qui a pris la responsabilité historique de convoquer le congrès d'achèvement. Et qu'est-ce qui devait être achevé? Ce qui devait être achevé, c'était essentiellement les 2 points de l'ordre du jour figurant au congrès d'achèvement, l'adoption des derniers textes résiduels non adoptés par le congrès bloqué. Il y avait des amendements encore à apporter aussi bien au statut qu'au règlement intérieur, qui était le premier point de l'ordre du jour. Et le second point était bien évidemment la mise en place des instances statutaires. L'élection d'un comité directeur qui, à son tour, devait élire
le secrétariat exécutif et ce que nous appelons, nous, le secrétariat politique national. D'accord. Alors, dans les griefs contre Major Diouf, on l'a lu dans la motion de... comment on l'appelle encore? La motion de défiance. On note que vous lui reprochez de n'avoir pas doté le RND d'une permanence décente, malgré ses mandats de député et ses postes ministériels. Et lui, en réponse, il dit ceci: ceux qui s'agitent aujourd'hui ont accepté de collaborer avec moi à l'époque de ces cabinets-là. Oui. Alors, le propos... Ça veut dire que la responsabilité est partagée. Le propos est révélateur. Le camarade secrétaire général sortant semble oublier que tout mandat électif ou exécutif d'un responsable de notre parti est un mandat qui appartient au parti et non à l'individu. Oui. S'il a été nommé ministre dans le gouvernement de l'alternance, c'est à cause de la contribution du RND au renversement de l'ancien régime. N'est-ce pas? Oui. Et donc, et d'ailleurs, s'il était honnête, il devrait rappeler qu'au moment de la constitution du cabinet, j'étais formellement opposé à ce que l'ensemble de notre direction, de notre secrétariat politique, se retrouve piégé dans un cabinet ministériel, parce que la solidarité gouvernementale aidant, le parti perdait ipso facto toute autonomie par rapport à l'action gouvernementale. C'est l'une des causes de la faute politique majeure, la seule en 32 ans d'existence que notre parti ait jamais commise, celle d'avoir accepté de voter la constitution scélérate de Maître Abdoulaye Wade, sur laquelle il se fonde aujourd'hui pour se moquer et du pays et de la République. Souvenez-vous, l'article 32 ancien, qui affirmait l'incompatibilité des fonctions, le cumul des fonctions de chef d'État et de chef de parti, nous l'avions tellement martelé contre Abdou Diouf et l'ancien régime